Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Goma dans l'est du pays. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi vendredi 28 mars. Le front spirituel est en marche. Les hommes de Dieu sont mobilisés. Ils organisent une marche de prière demain, samedi à Kinshasa, de l'échangeur de l'unité au Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le pasteur Marcelo Tunati. Des pistes prénuptiaux préalables pour lutter efficacement contre la drépanocytose, c'est dans l'esprit des jeunes qu'il faudrait inculquer l'idée. Ces étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN sont en formation en perspective de la croisade de lutte contre la SS et la campagne de dépistage volontaire d'ici avril. Les aéronefs qui volent en pleine nuit et qui atterrissent en sécurité, c'est grâce aux balises qui sont rares sur les aéroports congolais. 250 km de câbles de balisage sont à présent disponibles pour que la RVA éclaire ses pistes. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes les excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. La libération de certains territoires occupés par le M23 et l'armée rwandaise préoccupe la majorité des Congolais, notamment la classe politique. Opposition et majorité, ce sont là les mots de quelques personnalités reçues par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Kolongolo-Béran, dans le cadre de consultations politiques. Patience Mbokatoukou et Josephine Londo. Ce début de week-end a été intense au bureau du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Plusieurs personnalités politiques ont chacun donné son avis sur les attentes du conseiller spécial. Il ressort des consultations de ces jours que les chefs de regroupement consultés sont tous unanimes à reconnaître qu'il faut trouver des solutions pour mettre définitivement fin à la guerre dans le pays. Dans cette vision, la priorité, c'est d'abord la libération du territoire national pour ramener la paix, sauvegarder la sécurité du territoire de la République démocratique du Congo. Nous remercions les chefs de l'État pour l'initiative, pour raison de cohésion nationale, l'intégrité territoriale, sous le respect des institutions et le respect de la Constitution. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège et qui rende la dignité aux Congolais. Notre souci le plus cher aujourd'hui, c'est que les Congolais se mettent ensemble. La situation à l'Est, on ne doit pas la prendre à la légère. Je crois que tous les Congolais responsables ont compris que c'est le moment de défendre le pays. Je peux lancer un appel à cette opposition. Quand il y a feu à la maison, on n'a pas cherché la qualité de l'eau. On doit intervenir, sauvons la nation et le reste viendra après. L'agenda du conseiller spécial de ce week-end prévoit d'élargir les consultations à d'autres personnalités. Jean-Michel Sama-Lukonde poursuit sa mission diplomatique dans le vieux continent. À Bruxelles, le président du Sénat congolais a eu des échanges avec la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe et le président du Sénat belge. En toile de fond, le lobbying pour l'application de la résolution 2773 et de l'ONU et les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda en vue d'une paix durable en République démocratique du Congo. D'autres précisions dans ce récit de Janine Kalenga et Julien Piana. Après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire active menée sur fond de lobbying et de sensibilisation pour la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Accueilli premièrement par Hilde Votmans, la députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise injuste qui continue à faire des victimes. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrés en masse et pillés à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi
Chilombo pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Avec le président du Sénat belge Vincent Blodel, des échanges approfondis ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la RDC, dans un dialogue franc et convivial en présence de la sénatrice belge d'origine congolaise Marie-Claire Vumbi et du député fédéral Pierre Compagnie. Les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda, resté depuis plusieurs années étouffé. Nous avons réclamé que la RDC est agressée par le Rwanda avec ses exécutifs de M23 et AFC qui sont en train de piller les ressources naturelles de la RDC. La campagne que nous faisons, qui s'inscrit d'ailleurs dans l'action diplomatique globale des institutions conduites par le président, ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est très important. Nous n'allons pas compter ou penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger. On est très satisfait parce qu'on a mené le lobbying comme il faut. Le président du Sénat a rencontré ses homologues présidents du Sénat, que ce soit de la République française, mais aussi du Royaume de la Belgique, et ça s'est bien passé. Cette mission parlementaire en Europe a permis de raconter la bonne version de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. Elles sont dépendantes des militaires et policiers et volent à la rescousse des blessés de guerre internés dans les hôpitaux. Les épouses des militaires et policiers ont fait la ronde de plusieurs camps militaires pour assister ces vaillants soldats blessés pour la cause noble sous la conduite de leur présidente Véronique Banza. Ces femmes ont apporté des vivres, non-vivres et des enveloppes pour ces internés Kabamba. C'est ici à l'hôpital militaire central du camp Lieutenant Kokolo que ces épouses de militaires et policiers ont débuté leur tournée, avec à leur tête l'épouse du chef d'état-major général de FARDC, Banza Véronique. Ces femmes, accueillies par le médecin directeur général adjoint, ont fait le tour complet des différents pavillons où sont internés les vaillants militaires blessés de guerre. Sur place, Banza Véronique et sa suite ont la remise des enveloppes et quelques cadeaux à ses compatriotes blessés pour une cause noble. À quelques mètres de cet hôpital, la délégation de ses épouses de militaires, toujours aux installations du camp Lieutenant Kokolo, a aussi visité les centres militaires de vaccination. Peu après, ses épouses de militaires et policiers ont pris la direction du camp Colonel Tchachi pour la même mission, celle de réconforter les blessés de guerre internés dans l'hôpital. Comme au camp Kokolo, ici également, elles ont aussi remis de pannes et des enveloppes à ces blessés de guerre. Un geste qui témoigne leur solidarité envers leur époux qui se sacrifient pour la défense de la patrie. Ces militaires blessés ont eu le plaisir et le bonheur de recevoir ces cadeaux des mains de leur bienfaitrice. Non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Les chrétiens de Kinshasa en ont ras-le-bol. Ils projettent pour demain une marche de prière et de louange. Elle partira de l'échangeur de Limité jusqu'au Palais du Peuple. On écoute plutôt l'initiateur de cette marche, le pasteur Marcelo Tounessi, qui est au micro de Blaise Bokou-Kassanza. La guerre d'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo appelle plusieurs fronts pour faire face aux agresseurs. C'est le cas des églises au travers des pères spirituels, non seulement pour les prières, mais aussi pour les actions concrètes. Le pasteur Marcelo Tounessi n'en demeure pas préoccupé par ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Une marche de prière, en quoi faisant l'homme de Dieu? En priant, en louant le Seigneur, en accomplissant la direction spirituelle qu'il nous a donnée, priant pour la paix, pour la fin de cette guerre, pour la restauration de la RDC. Cette marche est prévue pour demain samedi, mais pour quel itinéraire? Nous irons de l'échangeur de Limité jusqu'au Palais du Peuple. Elle connaîtra une participation massive, certes, mais les interrogations restent et demeurent sur l'adhésion d'autres hommes de Dieu. Oui, il y a déjà beaucoup d'hommes de Dieu qui sont avec nous dans l'organisation de la marche. C'est pourquoi nous avons dit le corps du Christ organise. Pas l'église Compassion, ni le pasteur Marcelo, mais c'est le corps du Christ. Donc vous verrez beaucoup de pasteurs qui vont marcher demain.
Marcelo Tounonsi reste de cœur avec les militaires au front. Vraiment, j'ai un grand respect. Et s'il faut parler de courage, eh bien, eux, ce sont les Congolais les plus courageux. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ces fronts spirituels s'ajoutent à d'autres fronts, comme diplomatiques, judiciaires, médiatiques et culturels menés par les hommes épris de paix en République démocratique du Congo. Poursuite des opérations conjointes FARDC-UPDF, nous sommes dans la province de l'Ituri, et bien l'heure est à l'évaluation. La réunion bilatérale de coordination a eu lieu le 27 et le 28 mars à Bunia. La partie congolaise a été représentée par le lieutenant général Tchaligo Nzandourou, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, et l'Ouganda par le lieutenant général Kayanja Mwanga, commandant de la force terrestre ougandaise et l'ambassadeur de ce pays en République démocratique du Congo, Junior Selemani. Les deux armées se sont accordées la poursuite des opérations ce vendredi au gouvernorat de la province de l'Ituri. C'est ce qui justifie le déploiement récent de troupes ougandaises en Ituri, affirme le commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise. L'ennemi commun des forces armées de la République démocratique du Congo et celle de l'Ouganda, c'est l'ADF que nous voulons éliminer ensemble. Occasion pour le chef d'état-major général adjoint de FARDC en charge des opérations et renseignements d'appeler la population iturienne à s'approprier ces opérations qui visent la paix. On ne mène pas les opérations ouvrières, c'est pour que la population puisse trouver la paix, doivent soutenir ces opérations et collaborer avec les forces de défense. Ils n'ont pas une autre armée que le FARDC. C'est les FARDC qui sont là pour sécuriser la population. Ce n'est pas les civils qui vont aller s'armer, c'est contre la Constitution. Notons que cette mutualisation de forces vise à concrétiser la vision du chef de l'État congolais, celle de restaurer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette province sous état de siège où l'administration militaire fait un travail remarquable depuis 2021 et c'est sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Shomadjoun. Au crépuscule du mois de mars, mois dédié à la reconnaissance des luttes et des acquis des droits des femmes, la chef du gouvernement a pris part à une conférence placée sous le thème « Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique ». C'était sur invitation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique au centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Chimène Dondo, Djokoukou Pompa. Devant les femmes de la fonction publique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté de son gouvernement de promouvoir l'égalité de genre dans tous les services publics. C'était à l'occasion de la conférence organisée par le ministère de la fonction publique axée sur le thème « Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique ». Ce document stratégique marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À ce propos, mes pensées se dirigent vers nos sœurs, mères, filles et enfants à l'est du pays, ainsi que nos pères, en ce moment assiégés par les rebelles du M23 et les troupes du Rwanda. Je les invite à continuer de garder courage et espoir, car notre action et notre détermination demeurent sans faille pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La chef du gouvernement a également souligné les avancées significatives réalisées par son gouvernement au cours de ce mois de mars en matière de promotion du genre, de l'égalité de chances et de prévention contre l'exploitation et l'harcèlement sexuel dans les services publics. La validation de la stratégie sectorielle pour la promotion du genre et de l'égalité des chances, ainsi que le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de prévention et de réponse contre les cas d'exploitation, d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les services publics, actuellement pilotés par la fonction publique, constituent des avancées significatives. Ces avancées témoignent de la volonté ferme du président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, ainsi que de votre gouvernement, à bâtir ensemble un État plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les êtres humains, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap. À travers cet engagement pour l'égalité de genre et la féminisation de l'administration publique, le gouvernement congolais se montre résolu à créer un environnement où les femmes et les hommes bénéficient de mêmes opportunités dans le secteur public. Séoul, la capitale sud-coréenne, va organiser au mois de juin prochain la première semaine congolaise. Où en sommes-nous avec les travaux préparatoires à quelques 2 mois de ce grand rendez-vous? La ministre déléguée en charge de la coopération internationale, Bestine Kazadi, a échangé avec l'ambassadeur de ce pays accrédité à Kinshasa. Regardez. Mars, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, a reçu en audience l'ambassadeur de la République du Corée en RDC, accompagné des 2 de ses collaborateurs et son cabinet. Sur la table de discussion, l'organisation de la commission mixte RDC-Corée du Sud, prévue pour la première semaine de juin 2025 à Séoul. Au cours de cette rencontre, la ministre déléguée a évoqué des progrès des travaux préparatoires menés par les experts des ministères sectoriels concernés par la coopération bilatérale. Bestine Kazadi a également mis en avant la politique gouvernementale guidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à renforcer le secteur de la coopération internationale, soulignant l'importance du secteur comme un axe stratégique essentiel pour le développement durable au service de la population. En outre, elle a aussi rassuré l'ambassadeur sud-coréen sur les bons déroulements de préparatifs, précisant que les projets d'accord de coopération validés par la partie congolaise seront prochainement transmis à la partie sud-coréenne pour une seconde lecture afin d'harmoniser les vues des 2 pays avant leur signature lors de la commission mixte. De son côté, l'ambassadeur de Corée du Sud a salué les avancées et a donné des instructions à ses collaborateurs pour maintenir un contact étroit avec le cabinet de la ministre déléguée. Ceci pour garantir les succès de cette importante activité d'intérêt commun entre les 2 pays. Lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo est bien sûr officielle. L'honorable Antoine Tabala vient de déposer une proposition de loi visant à renforcer cette lutte. Le texte prévoit des mesures de prévention, de dépistage et d'accompagnement des malades afin de réduire sensiblement cette maladie dévastatrice. Amin Balaka et Patrick Badibanga. C'est dans un climat empreint d'engagement et de détermination que l'honorable Antoine Tabala a franchi les portes du secrétariat de l'Assemblée nationale, porteur d'un document d'une importance capitale. Il s'agit d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche des milliers de familles et menace l'avenir de nombreux foyers en République démocratique du Congo. Entouré de ses collaborateurs et de sa petite famille, l'honorable Antoine Tabala a officiellement déposé ces textes, espérant son examen rapide par les parlementaires. L'honorable Antoine Tabala a alerté sur les ravages de cette maladie qui cause de véritables drames familiaux. L'espoir des jeunes de faire des enfants doit être protégé. Les femmes qui sont mères de drépanocytaires sont stigmatisées. On ne peut pas mettre au monde des enfants sans espoir de les voir grandir. C'est ici l'occasion de féliciter les efforts déployés par les chefs de l'État pour le retour de la paix, parce que notre élite serait sans objet si nous n'avons pas de paix dans notre pays. Et c'est l'occasion de saluer les efforts déployés par la très distinguée Première Dame. Et je cite avec respect Maman Denise Nyakeru pour les efforts qu'elle déploie pour la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. La République démocratique du Congo, 2e pays le plus touché d'Afrique après le Nigeria, se doit donc d'adopter des mesures fortes pour enrayer cette maladie. Des tests prénuptiaux préalables pour lutter efficacement contre la drépanocytose, c'est dans l'esprit des plus jeunes qu'il faudrait inculquer l'idée. Les étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN sont en formation en perspective de la croisade de lutte contre l'anémie SS. Regardez.
Ils sont tous étudiants en médecine, déterminés à s'engager dans la lutte contre la drépanocytose dans les milieux étudiantins et scolaires en République démocratique du Congo. Pour mener à bien ces combats contre cette maladie héréditaire qui se caractérise sur le plan clinique par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes, ces étudiants dénommés croisés ont besoin d'être formés. La bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la dite formation. Des éminents professeurs d'université ont défilé tour à tour pour expliquer les différents contours de cette maladie invalidante et mortelle. Le professeur Tite Mikobi s'est attardé sur les bases génétiques de l'anémie SS, une maladie très complexe. Dr Emmanuel Kizunda Pouloulou, pédiatre au centre de médecine mixte et d'anémie SS, a éclairé l'assistance sur les syndromes drépanocytaires majeurs. La drépanocytose touche au moins 40 pays africains, les États-Unis, l'Europe ainsi que l'Asie, et dont la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché après l'Inde. L'anémie SS, qui est à la base de 5% des décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique, nécessite une prise en charge précoce, a renchéri le Dr Emmanuel Kizunda. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire qui sera lancée au mois d'avril prochain nécessite l'implication de tous pour atteindre même le Congo profond. Qui dit sensibilisation, dit moyens. Nous allons faire une session de la formation que nous avons appelée la session de la formation des croisés. Comme ça, ils auront la matière nécessaire pour aller faire la sensibilisation dans les milieux universitaires et scolaires. Après cette première croisade, il y aura maintenant des sessions où ils vont faire les dépistages dans les milieux scolaires et universitaires. Nous avons un partenaire français qui vient implémenter un test de dépistage le moins cher au monde, à $1 le test. Et nous venons d'avoir déjà un don d'un professeur qui a donné $100 pour dépister gratuitement 100 étudiants. Une formation saluée par les bénéficiaires. Nous sommes presque satisfaits de cette première journée de formation, mais nous serons complètement satisfaits lorsque nous aurons atteint nos objectifs. Et notre objectif principal, c'est de vaincre cette maladie qui est la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, en touchant les familles, prive des jeunes comme moi, des jeunes comme mes camarades d'un avenir. Il leur prive de joie, de bonheur. Alors dans cette croisade qui signifie guerre sainte, nous nous sommes ligués à combattre cette maladie jusqu'à ses plus profonds retranchements. Sensibiliser et connaître son électrophorèse de l'hémoglobine, c'est sauver une vie et c'est faire valoir son sens de responsabilité. Initialement prévue à Bukavu, dans le Nord Kivu, la conférence des bâtonniers édition 2025 se tient à Kinshasa depuis hier jeudi. Les hommes en toge noire ont pris 2 jours pour réfléchir sur l'évolution de leur profession. Les détails avec Luzène Takala et Bobette Nkalisamba. Tous vêtus de robes, ces bâtonniers en exercice et honoraires ainsi que ces membres des ordres des avocats sont venus de toutes les 26 provinces pour la 19e conférence des bâtonniers convoquée le jeudi 27 mars 2025. Initialement prévue à Bukavu, l'édition 2025 de cette conférence est organisée avec les concours de l'Ordre national des avocats ONA par les 2 barreaux de Kinshasa. La conférence de bâtonniers de ce jour est orientée vers le sens de difficultés que les avocats trouvent dans l'exercice de la profession. Et je crois que nous allons prendre un certain nombre de résolutions qui iront dans le sens de demander à ce que l'avocat dans l'exercice de sa profession soit protégé, quelle que soit la situation. Les résolutions pour la protection des avocats, que ce soit dans les territoires occupés, comme vous le connaissez, que ce soit dans des territoires non occupés. Pour le bâtonnier national Michel Chebele, il faut faire avancer la profession vers la modernité. La conférence de bâtonniers est un moment de réflexion. Nous permettons au barreau de se prononcer sur certaines questions relatives au fonctionnement des barreaux, notamment celles qui sont relatives à la discipline, aux admissions et bien sûr à la justice de manière générale. Les participants à ces assises ont observé 1 minute de silence en mémoire de leurs confrères tombés à l'est du pays, et ce, avant la répartition des travaux en commission.
10 années après la réhabilitation de la route poids lourd, autrement appelée boulevard Congo-Japon, l'heure est à l'évaluation. La JICA, par son représentant résident, a effectué une visite d'inspection, question de se faire une idée sur le niveau de dégâts. Anastasie Doubou. Des caniveaux inondés, des immondices sur le boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, une situation qui ne reflète plus l'image de ces infrastructures jadis connues lors de l'inauguration 10 ans après. Ce jeudi, les représentants résidents de la JICA, les experts des ITP de l'hôtel de ville ont effectué une visite d'inspection sur cette route qui dégage un constat désolant. Nous avons constaté que les travaux de curage ont été faits grâce à l'appui de notre partenaire. Le défi reste toujours. Ce boulevard très actif en tant qu'activité économique. Il y a des efforts menés par le FONE et la ville de Kinshasa pour enlever des immondices, des caniveaux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voudrions être engagés pour que ce boulevard reste toujours bien entretenu pour la population congolaise. Cette visite est partie de la gare centrale jusqu'au pont Matete en passant par Sep Congo et les forces navales. Cette initiative de la SUJICA de sensibiliser les usagers de la route à ne pas jeter les immondices sur les caniveaux a été saluée par le numéro 1 de la JICA. Une mobilisation citoyenne essentielle pour sa préservation, a-t-il souligné. La pratique régulière des salongos et la sensibilisation à nos proches aux bonnes pratiques ont été recommandées pour maintenir propre ce boulevard. Un environnement sain et bénéfique à tous. Restons sur la route, sur l'avenue Renaissance en partant de Matete. Il n'est pas possible d'envisager atteindre Limba en passant par Kisenso. Les eaux de pluie y ont laissé des crevasses sur la route qui nécessite la réhabilitation urgente. La population lance un cri d'alarme au micro de Edi Tchala. L'avenue de la Renaissance relie les communes de Matete, de Kisenso et de Limba. Une grosse érosion engloutit une bonne partie de la route et promet le pire aux populations riveraines si rien n'est fait en urgence. Tout le monde a un transport facile. Nous, c'est un calvaire à cause de cette érosion. Veuillez penser aussi à emblayer cette érosion. Les travaux qui avaient pourtant suscité beaucoup d'espoir de la population de cette partie de la capitale se sont arrêtés en 2022. Dans la réponse à la problématique de désengorgement des artères de la ville de Kinshasa, réhabiliter cette route présente plusieurs avantages, en plus de la mobilité des habitants de ces trois communes. Le député national Eyengambo Yovenance, élu de Moamba, s'est rendu sur les sites pour apprécier les dégâts et interpeller les autorités concernées. Les érosions aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas encore un retour en termes de perte de vies humaines, mais il y a des maisons qui s'écroulent presque tous les jours. Cette population a besoin de cette route de manière urgente. C'est une route très capitale. Tout ce que nous attendons, c'est le paiement de la contrepartie du trésor public. Parce que la route a deux sources de financement. Il y a le partenaire, mais également le gouvernement. La fin des travaux de réhabilitation de cette avenue Renaissance est très attendue par les populations de ces trois communes. Et cette bonne nouvelle pour les habitants de Binza Village, l'avenue Général Bassouki à Zambandangui, au niveau de la sortie de l'avenue Golf, est désormais connectée. L'Office de voirie et drainage construit un pont sur cette route asphaltée au niveau de la rivière Molendé. Une trouvaille pour rendre fluide la circulation sur cet axe routier. Christine Lenzo, Simon Konkolongo. Les ingénieurs travaillent sans relâche nuit et jour afin de couler le béton sur le pont Molendé à Zambandangui, commune d'Engaliema. Cette étape cruciale entamée par l'OVD appelle aux travaux d'armature dans le but de rendre la circulation plus fluide sur l'avenue Général Bassouki. Selon les chefs de ces chantiers, ce pont en construction est d'une longueur de 10 mètres sur 9 mètres de largeur. Les travaux s'exécutent à la satisfaction des usagers et de la population environnante. Il faut dire que c'est une immense joie pour tous les habitants de ces coins. Nous avons tant entendu et nous ne pouvons que remercier les autorités de l'OVD et toutes les personnes qui concourent à la réalisation de ces chefs-d'œuvre.
C'est donc une immense joie. Nous serons très soulagés si effectivement ces travaux venaient à prendre fin. Parce qu'il faut avouer que nous avons tant souffert. Tout le temps que nous sommes restés à attendre la réalisation de ces travaux. C'est un calvaire. Imaginez-vous que pour quitter la maison, on doit passer par l'IPEN ou bien par pompage pour aller en ville. J'ai laissé les véhicules trop loin. Je viens à pied parce qu'il n'y a pas moyen de franchir cet endroit sans que le pont ait été terminé. En empruntant directement l'avenue Gulf Oil, il est question de patience car après 28 jours de la maturité du béton, le trafic sur le pont Molende sera opérationnel. Femmes et business, c'est le thème débattu au cours d'une conférence débat organisée cet avant-midi par l'Asbel Facebook Group à l'attention des jeunes filles et femmes quinoises. Gaëtan Madalano et Eric Abamba. Des thèmes intéressants et des intervenants de pointe. De quoi attirer le monde dans cette salle. Tout attentionné, l'assistance composée en majorité des femmes est venue s'inspirer du modèle de ceux-là qui ont réussi dans divers domaines de la vie. La femme business en temps de guerre, c'est le thème développé par le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya. L'homme du changement des narratifs appelait ces femmes à briser les plafonds de verre en s'élançant dans l'entrepreneuriat aux côtés des hommes. La société, pour avancer, elle a besoin de solutions. Et pour trouver des solutions aux problèmes de la société, il faut passer par l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, c'est à travers le réflexe ou le flair d'entrepreneur que vous repérez. Et moi, je suis heureux de voir que ce sont les femmes qui, aujourd'hui, nous aident, en tout cas, à relever les défis qui sont les nôtres. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de la santé, professeure Claudine Chimanga, quant à elle, a démontré aujourd'hui comment l'entrepreneuriat ou le business peut rendre une femme autonome. L'entrepreneuriat donne aux femmes les moyens de se prendre en charge et par ce fait-là, l'EFPES, qui est une structure d'amélioration de l'offre, ne peut qu'appuyer les femmes. Donc par quel concept? Nous sommes dans les équipements, nous sommes dans les médicaments et donc une demande existe, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes qui interviennent dans ce domaine-là ou qui nous contactent dans ce domaine-là. Cette conférence débat organisée par la structure Facebook Group vise à donner du goût de l'entrepreneuriat à ces femmes. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bunia, en Ituri et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez